dans ce nouvel épisode de votre série Entrepreneur qui nous plonge dans les méandres de l'écosystème entrepreneurial sénégalais. Nous traitons aujourd'hui du transport et de la logistique, donc un secteur qui n'est pas particulièrement connu finalement des jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Nous en parlons avec Monsieur Mbodj, qui est directeur général de APM Terminal. Monsieur Mbodj, bonsoir. Je vais d'abord vous demander de parler un petit peu de vous, de votre parcours, de votre carrière. Qu'est-ce qui vous a mené à la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui de directeur général d'APM Terminal? Merci de m'avoir invité pour cette émission. Je m'appelle Mbodj Djibril. Je suis directeur général de APM Terminal depuis 3 ans. J'ai commencé ma carrière avec la compagnie MaxLine, où j'ai eu à faire 17 ans de carrière. Avant de rejoindre APM Terminal, je m'occupais de tout ce qui était process excellence, c'est-à-dire l'amélioration des procédures pour le cluster. Le cluster, c'était un regroupement de plusieurs pays. Avec ce process excellence, où j'ai regardé en détail les procédures de livraison, de logistique, pour essayer de réduire les waste, on les appelle waste en anglais, c'est les choses inutiles qui coûtent de l'argent aux clients, qu'on essaye de les réduire au grand maximum pour donner un produit lean. Donc c'est ma carrière, et c'est de là que j'ai rejoint APM Terminal comme Business Process Improvement, pour voir aussi les procédures, essayer de les améliorer pour APM Terminal. Je l'ai fait pendant 1 an. Ensuite, j'ai eu la chance de prendre la position de directeur général de APM Terminal Sénégal et Mali. Actuellement, le monde bouge de façon très rapide. Et pour faire partie du secteur de logistique, il faut maîtriser ses coûts. Et il faut aussi donner un produit de qualité aux clients. Et on ne peut pas donner de produits de qualité aux clients, ni réduire ses coûts si on ne maîtrise pas son process. Et aujourd'hui, il faut comprendre le process de A à B jusqu'à la fin, et permettre aussi aux personnes qui travaillent dans ce process de pouvoir apporter des améliorations. À la fin, c'est quoi? On va sortir un produit que le client dit « je suis content de ce produit ». C'est ce qu'on cherche nous tous. Mais pour atteindre un produit de ce genre, il va falloir travailler d'abord avec des fournisseurs qui te donnent un produit de qualité, que tu puisses travailler dans ton process pour sortir un produit de qualité. Donc, dans la logistique, il faut maîtriser ces process. Je pense que c'est un mot important, clé dans ça. Alors, je vous propose, Monsieur Mbodj, de nous retrouver d'ici un peu plus d'une dizaine de minutes. Donc, nous allons regarder le reportage sur le junior du jour. Donc, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à Tex Courrier, l'entreprise de Monsieur Tamsir Traoré, qui est une entreprise en pleine croissance, justement dans le secteur de la logistique et puis du transport. Donc, Tex Courrier tout de suite. Tex, on a commencé en 2010. C'était une aventure basée au début, on va dire, on était beaucoup plus enclin à vouloir innover un peu tout ce qui était expédition vers l'international. Donc on avait un positionnement au départ sur les courriers et colis sur l'international. Donc on a commencé déjà, quand on commence, surtout quand c'est des courriers ou des colis de valeur, il y a la problématique de la confiance. Donc ce n'était pas évident au début d'avoir des gens qui avaient assez confiance en tout cas pour vous remettre leurs valeurs, sachant que quand on envoie en express, c'est de l'urgence. Donc on a commencé comme ça, 2010, 2011, 2012. C'était des moments où il fallait vraiment prouver. Donc, faire même des fois l'impossible pour prouver aux clients qu'on était capable de le faire. Quand on dit entrepreneur, tu n'as pas forcément les moyens de te doter de toute l'expertise nécessaire. Donc tu t'es
celui qui doit donner les ordres, mais tu es celui aussi qui apprend. Donc tu deviens comptable, tu deviens RH, tu deviens mécanicien, voilà. Donc le début c'était beaucoup plus ça, c'était beaucoup de galères sur certaines choses, parce qu'au Sénégal on n'a pas forcément toutes les informations disponibles pour les jeunes entrepreneurs. Donc on apprenait sur le tas. On apprenait sur le tas et à nos dépens, parce que voilà, c'est des coups qui arrivent et c'est souvent difficile de se relever. On a commencé à 3 dans un bureau de, on va dire, à peine 9 mètres carrés qu'on nous avait prêté. C'était la salle de réunion du groupe Transfret et ils nous l'avaient prêté pour qu'on puisse développer. Donc imagine en 2010 commencer avec un effectif de 3 personnes et aujourd'hui arriver à être 52 dans l'ensemble du territoire. Donc voilà, on a énormément recruté. Il s'est passé énormément de choses et voilà. Il nous arrive même jusqu'à présent de voir le nombre d'employés et de se dire waouh, on en est vraiment là. Mais c'est ça et on va continuer à recruter, à se développer. Ici, c'est un peu notre mini-agence au niveau de Dakar. Donc, on a M. Traoré qui est en train de confirmer des livraisons, c'est-à-dire le fait de les mettre sur le site pour permettre aux clients d'avoir l'information en temps réel. Et M. Wan qui est en train de saisir toutes les déclarations, c'est-à-dire que toutes les expéditions sont saisies sur le système pour ensuite pouvoir être tracées. Donc ici, on a l'agence de Dakar avec Mademoiselle Lay comme chef d'agence. Elle gère l'ensemble des livreurs, des coursiers et toutes les expéditions en tout cas qui sont gérées, qui viennent ou qui partent depuis Dakar. Monsieur Thiam, lui, est le directeur de l'exploitation. Il gère un peu tout ce qui est relatif à l'exploitation, nos moyens, nos logistiques et toutes les ressources qui ont trait à ça. Madame Diouf gère un peu toute la partie agencement et coordination entre les différentes agences qu'il y a au niveau du Sénégal. Donc là, c'est M. Cissé, il est en charge du centre d'appel et de suivi des commandes. La direction des opérations, commerciales du moins, avec les commerciaux qui sont subdivisés en zones et qui gèrent un peu les portefeuilles clients, que ce soit du B2B ou du B2C. Le but dès le départ, c'était d'avoir une clientèle en tout cas qui puisse être en tout cas accueillante de tout ce qui était normes et qualité de service. Par rapport à ça, on s'est dit que le plus important au début, c'était d'avoir une clientèle B2B. Clientèle qui est soumise à des règles et des normes qui fassent qu'ils sont un peu obligés d'être sur cette qualité de service que nous voulons en tout cas vendre. Parce que réellement, c'est cette valeur ajoutée qu'on apporte sur le secteur. On a choisi ce business model parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Sénégal en tout cas, a ce besoin de se développer, mais depuis l'intérieur. Ça veut dire que c'est les régions avant tout, et les régions, il faudrait pouvoir les desservir. Raison pour laquelle nous avons rapidement switché sur d'une livraison urbaine qui sont des livraisons qui sont faites par scooter à des livraisons intra-villes qui nécessitent beaucoup plus de moyens, des véhicules, des camions et autres. Tout d'abord, essayer d'utiliser les ressources en tout cas qu'on croyait être disponibles au niveau du Sénégal. Effectivement, on a commencé tout petit, un scooter et une 4x4.
Au fur du temps, on a étoffé un peu le parc, arrivé à une vingtaine, une trentaine de scooters. Et à un moment, on s'est rendu compte, comme je disais, que le marché était beaucoup plus ailleurs que sur Dakar. Donc il nous fallait trouver des solutions réelles par rapport à la distribution dans les régions. Et ça implique une logistique, autant camions de manutention, mais aussi d'installer des agences au niveau des régions. Ensuite, ça, on peut dire que c'est commun parce qu'on a un opérateur historique aujourd'hui qui fait pareil. Alors la valeur ajoutée, c'était de trouver des professionnels de la logistique qui puissent en tout cas nous permettre de cerner le secteur, de créer déjà ce secteur parce qu'il n'existait pas, mais aussi d'avoir tous les outils en notre possession pour éviter certaines erreurs, gagner du temps, ne pas mettre 20 ans à en arriver là, mais aussi d'avoir ces partenaires qui savent déjà ce que c'est que la messagerie, l'impact que ça peut avoir sur une société et qui peuvent y aller avec nous. Ce qu'on n'a malheureusement pas au Sénégal, vu que les circuits de financement ordinaires qu'on a, c'est les banques et les sociétés de financement. Si ces organismes ne sont pas au fait ou ne maîtrisent pas l'ampleur que peut avoir l'impact en tout cas du secteur, c'est difficile de leur vendre un projet. On a eu à faire 3 continents, hein. C'est vraiment la France, au niveau de l'Asie. Et on a choisi finalement de se mettre avec des gens qui étaient proches, parce que le Maroc est à 3 heures de Dakar, mais surtout qu'on puisse être avec un pays où on pouvait développer quelque chose, qu'il puisse avoir un lien à l'image de la ligne que nous venons de lancer, qui fait Dakar-Casablanca, qui va toucher ensuite Bamako et la Côte d'Ivoire. Donc là, c'était en tout cas une motivation supplémentaire qui nous a poussé en tout cas à choisir ce partenaire-là et à oser développer en tout cas tout ce qui était messagerie et distribution en tout cas au niveau du Sénégal. Au-delà de tout ce qui est formel, nous avons décidé de nous attaquer à l'informel. En nous attaquant à l'informel, c'est nous attaquer à tous ces gens-là qui peinent à prendre un transport, qui vont au niveau des beaux maraîchers, au niveau des transports en commun, pour déposer des colis, pour déposer des matériaux d'électroménager. Et voilà, en leur disant, vous n'avez plus à faire ça. Vous pouvez simplement appeler Texte Courrier, qui viendra faire le ramassage et qui ira livrer à domicile. Cette stratégie s'inscrit sur la ligne, le corridor Casablanca-Abidjan. Et nous avons décidé d'abord, pour un premier temps, de commencer en lançant Casablanca-Dakar. Donc Casablanca-Dakar dessert la Mauritanie, Dakar. D'ici décembre, nous allons ouvrir et aller directement jusqu'à Bamako. Et ça permet en tout cas de relier. Nous avons 4 pays qui sont liés et qui peuvent être livrés en moins d'une semaine. Alors, si on prend toutes les contraintes qu'on a en termes de capacité aérienne, ce qui veut dire qu'on n'a pas la capacité de pouvoir transporter en tout cas tout ce qui vient d'un peu plus haut. Si on prend le défaut de ligne maritime, par exemple, pour certains pays comme le Mali, on se dit que c'est une excellente opportunité qui peut être proposée aux commerçants, à tous les industriels qui prennent leurs intrants au niveau du Maroc. Quand tu prends la responsabilité de réussir quelque chose, tu dois arriver à pouvoir assumer jusqu'au bout. Donc effectivement, à nos tout débuts, on a eu énormément de soucis, on va dire beaucoup de soucis financiers. Alors à un moment, on devait choisir. C'est-à-dire on devait avoir les moyens de se prendre des scooters, mais aucune banque ne nous connaissait. Donc à un moment, on a choisi la solution la plus viable en tout cas, c'était de prendre mon véhicule personnel, de le mettre en vente et d'utiliser cet argent pour payer des salaires, pour acheter de nouveaux scooters. Et puis voilà. Donc ça date de pas aussi longtemps que ça, mais c'est un moment, et c'est un moment important parce que ça te montre à quel point tu es prêt à aller pour que ça puisse marcher. Et c'est ce genre de risque et de sacrifice dont je te parlais au préalable, c'est ce qui fait un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit oser prendre ses risques, calculer, mesurer, certes, mais de le prendre quand même.
et de tout faire pour que ça marche. C'est donc Tamsir Traoré, son entreprise Tex Courrier, donc, qui est vraiment une entreprise, comme vous avez pu vous en rendre compte, en pleine croissance. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, Monsieur Mbodj, je reviens vers vous. Vous avez vu donc ce reportage sur un jeune entrepreneur qui a monté une entreprise relativement jeune. Hein. Donc, si on doit comparer, enfin, même si Maersk a à peu près, même si APM Terminal, excusez-moi, a à peu près le même âge que cette structure, qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir les efforts de ce jeune entrepreneur qui a commencé donc par livrer avec des scooters, comme beaucoup le font aujourd'hui, puis qui aujourd'hui a toute une activité B2B en place? En fait, je suis très content de voir qu'il y a des jeunes qui font quand même, qui innovent dans ce secteur. Aujourd'hui, on a pas mal de jeunes qui essaient de partir en Europe de prendre des pirogues, alors qu'il y a des possibilités qui sont là. Il suffit juste d'être innovateur, de réfléchir. Il y a du potentiel ici. Et là, il faut qu'on les félicite, il faut qu'on les encourage davantage. Commencer par juste des scooters, de faire des petites livraisons de gauche-droite, et puis là, jusqu'à pouvoir livrer entre régions. C'est vraiment une amélioration ça veut dire qu'il a réfléchi et il a essayé d'agrandir sa structure. Et c'est ça qu'un entrepreneur doit faire. Il faut réfléchir, c'est un continu, comme encore une fois, c'est une amélioration continue des procédures, de vouloir attaquer d'autres marchés beaucoup plus grands. Il faut être ambitieux. Et je pense que c'est le cas c'est son cas, et il faut l'encourager. Il y a un terme qui revient beaucoup dans vos explications, c'est le terme continuous improvement, donc l'amélioration. Oui, c'est important. Je l'ai dit, on est dans un monde qui est très rapide aujourd'hui, où facilement on peut se faire dépasser et on fait une boutique. Donc il faut tout le temps innover. Innovation, c'est ça qui nous permet de survivre, hein, parce que les autres aussi, ils innovent. Donc il va falloir aussi réfléchir à comment développer son business. Il faut avoir des visions, il faut avoir une vision claire de dire que d'ici 2022, qu'est-ce que j'aimerais bien que mon entreprise soit. Et réfléchir avec ton équipe comment on peut atteindre cette vision. Et réfléchir, mais vraiment profondément. Faire des séances de travail ou sortir des idées et mettre ces idées comme action. Et essayer de focus sur ces actions. Je pense que c'est très important d'avoir une vision. Et je pense que lui, il a une vision. Quand je le vois, quand j'ai entendu parler, il veut atteindre, et là où il veut aller, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus loin que là où il est actuellement. Il veut, je pense qu'il pourra même, d'ici peu, concurrencer DHL. Est-ce que je dois dire DHL, mais bon, je ne sais pas, parce que, voilà, aujourd'hui, il a commencé par des scooters, aujourd'hui, il a des camions, demain, il pourra faire des livraisons par avion, pourquoi pas. Il faut juste qu'il croie en ça et qu'il est sur une bonne voie. Est-ce que vous voyez en ce genre d'entreprise plutôt un partenaire potentiel à moyen, long terme, ou est-ce que vous voyez plutôt une entreprise qui peut devenir concurrente? Non, du tout, du tout. En fait, le marché est tellement large qu'il y a des segments. Okay? Chacun travaille sur son segment. Je pense que nous, on n'est pas dans ce segment de livraison de petite échelle. Et donc, au contraire, on peut même l'utiliser parce qu'on peut même avoir un partenariat avec lui. Là, je vois plein d'opportunités avec lui à Ziguinchor, où il peut faire partie de la chaîne de distribution. Parce qu'à Ziguinchor, nous, on s'occupe de la chambre froide pour le stockage des produits de mangue, des produits réfrigérés de la sous-région. Et on sait qu'au Sénégal, il y a un problème de logistique, d'acheminement des produits. Si on a un partenaire comme ça avec la chambre froide, il pourra l'utiliser pour pouvoir acheminer des produits finis. Et ce ne sera que du bien pour la sous-région. Alors, vous semblez, justement, en parlant de Ziguinchor, en avoir fait une zone finalement très stratégique pour vous, très critique. Pourquoi? Parce que, déjà, en tant que patriote, c'est une région à développer. Et je suis conscient que si la zone est développée, on pourra sortir mais de très loin de cette autosuffisance alimentaire. Parce que d'autant plus que les produits qui sortent de la région sont des produits de qualité. Les mangues de la Casamance sont les meilleurs au monde. Mais c'est dommage que ces mangues-là, on ne puisse pas les voir à Saint-Louis. Et c'est dommage que quand on regarde à Ziguinchor, on a des mangues qui pourrissent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logistique. Aujourd'hui,
Ce start-up peut aider à acheminer des mangues rapidement vers Kidira, vers Saint-Louis, vers le nord, vers même la sous-région, très rapidement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Et la sous-région, aujourd'hui, je pense que tous les Sénégalais doivent faire des efforts pour aider cette zone, pour sortir de cet enclavement. Et je pense que ça illustre deux choses importantes. Donc, la première, c'est que ça illustre l'importance de la logistique, tout simplement, donc, qui a un potentiel de développement important. Et la deuxième, le fait que Ziguinchor offre aujourd'hui des opportunités de business importantes, notamment pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Bon, ce qui est quelque chose qu'on dit souvent dans l'écosystème. En termes d'innovation, vous avez insisté sur la nécessité de réfléchir, d'innover. Deux choses. La première, est-ce que finalement c'est particulièrement important dans un écosystème comme l'écosystème sénégalais où les difficultés sont celles qu'on connaît en termes de transport, en termes de difficultés par rapport à l'accès au crédit, etc. Donc est-ce que c'est particulièrement crucial selon vous ici? Vous avez une expérience dans d'autres pays, à la fois d'Afrique mais également d'Europe. Ça c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous sentez que vous, aujourd'hui, dans votre activité, est-ce que vous sentez des difficultés qui la nécessitent particulièrement? Oui, enfin, moi, dans mon activité aujourd'hui, le seul souci qu'on a, c'est la situation géographique de Dakar, qui est assez étroite et qui cause souvent des problèmes de congestion. On a des camions souvent qui font 48 heures pour juste accéder au port. C'est quand même c'est un problème. Mais je pense que l'État est en train de travailler par rapport à ça. Et je pense qu'il y a des idées, il y a des projets. Par exemple, si on regarde la délocalisation de Diamniadio, toute cette partie va aider à sortir Dakar de cette congestion. Et je pense que c'est une excellente idée. C'est une excellente chose que l'État est en train de faire. Maintenant, par rapport à l'innovation, c'est pas uniquement, c'est dans tous les pays, c'est valable partout. Il faut toujours continuer à innover. C'est comme ça que l'on peut développer notre pays. Aujourd'hui, si on regarde les Européens, les Américains, c'est en faisant des innovations qui sont là où ils sont actuellement. Et nous, il faut qu'on arrête d'être sous l'arbre à parabe et puis et alors que les idées sont là. Moi, je connais plein de jeunes qui sont en train de... Je connais un jeune qui a développé des GPS que l'on met sur des camions. Au Sénégal. Et c'est un Sénégalais qui est là, qui a créé... Et donc, ça, c'est de l'innovation. Aujourd'hui, le start-up peut utiliser même ce jeune-là pour la localisation de ses camions. Ça lui permet de gérer le timing, ça lui permet de gérer la partie efficiente de ces processus en utilisant la géolocalisation. Et c'est un produit fini sénégalais. Donc, la technologie, l'innovation, elle doit être là chez chacun. M. Traoré a également mentionné donc, la faible quantité de routes utilisables, ou en tout cas de bonne qualité, mais la faible quantité de routes, même qu'elles soient de bonne qualité ou pas. Donc aujourd'hui au Sénégal, est-ce que c'est quelque chose dont APM Terminal souffre aussi? Est-ce que c'est un problème dont les jeunes entrepreneurs qui pensent à se lancer dans le secteur de la logistique doivent être conscients? Tout à fait. Je pense que c'est vrai, il y a un problème de route, mais encore une fois, il faut reconnaître que l'État est en train de faire des efforts extraordinaires par rapport à ça. Si on regarde la banlieue, par exemple, c'était difficile il y a 4 ans, 5 ans pour aller à Kermassar. Maintenant, il te faut quoi, 15 minutes pour aller à Kermassar. À l'époque, c'était quoi, 2 heures de temps. Donc, c'est une innovation. Et pourquoi? Parce qu'il y a juste des routes qui ont été... Il y a l'autoroute de la péage et il y a la VDN qui est là, qui va continuer à aider. Et je pense que eux, le souci qu'ils ont, certes, il y a un problème de route à l'intérieur du pays, mais oui, l'État est en train de faire des efforts. Il nous faut des routes et il faut aussi faire confiance à l'État qui est en train de faire quelque chose pour ça. Est-ce qu'il y a une dernière, soit une dernière difficulté, soit une dernière source d'optimisme particulière par rapport à votre secteur que vous aimeriez partager? Optimisme, bon, je pense qu'avec le développement de la zone spéciale, il y aura beaucoup d'opportunités qui vont sortir. Et surtout pour le start-up Tex Courrier. Oui, Tex Courrier. Je pense qu'il devrait réfléchir sur comment vraiment avoir sa part de marché sur Diamniadio, où il y aura plein de secteurs d'industrie qui vont naître, qui auront besoin de ce service. Et je pense que ce sera pour tous les Sénégalais.
nous aussi, en tant que logisticien, en tant que transporteur, en tant que spécialiste en frigo, on aura aussi à voir cette zone. Chacun devrait trouver son compte dans ça. Et on remercie l'État d'avoir mis ça en place. Merci beaucoup, Monsieur Mbodj, pour toutes ces explications. Donc encore une fois, sur un secteur qui n'est pas particulièrement connu des Sénégalais dans le sens large, mais également même des entrepreneurs, et qui pourtant offre des possibilités intéressantes. C'est un secteur relativement technique que vous nous avez expliqué avec voilà, beaucoup de simplicité, vraiment beaucoup de clarté. Donc je vous remercie pour toutes ces explications. Tout de suite, je vous laisse avec nos téléspectateurs pour la section trucs et astuces. Alors, je vais vous donner quelques techniques quand quelqu'un veut se lancer dans la logistique. La première, il faut d'abord qu'il puisse comprendre ce que exactement son client veut. Il faut qu'il comprenne ce que le client veut d'abord, pour pouvoir lui servir, pour pouvoir lui faire exactement, pour pouvoir lui faire la logistique de ce qu'il veut. Aujourd'hui, le client veut, qu'est-ce que les clients veulent quand on parle de logistique? Ils veulent la rapidité et la qualité de service. Pour avoir la qualité et la rapidité de service, il faudra maîtriser son process et aussi utiliser des fournisseurs qui peuvent te permettre d'atteindre cet objectif. En anglais, on dit garbage in, garbage out. Donc ça, c'est un. De deux, ce process qu'on a mis en place pour servir de façon efficiente un client, ce process doit être contrôlé. Il doit être contrôlé avec de temps en temps des visites pour voir est-ce que la procédure qu'on avait mise en place, elle est toujours en vigueur. Parce que l'être humain a tendance à changer sa procédure. Donc, il faudra de temps en temps aller vérifier est-ce que réellement la procédure qu'on a mise en place n'a pas été changée, en bon ou en mauvais. Et si c'est en bon, changer la standard et dire que c'est ça la standard maintenant. Si c'est en mauvais, redéfinir et rééduquer les personnes qui sont par rapport à ce process à reprendre la standard. Et ce process doit être encore supporté. Comment supporter ce process? Par des checklists, des SOPs qui permettent de vraiment montrer aux usagers comment ils doivent faire la procédure. Il faudra aussi utiliser des logiciels qui peuvent te permettre, ça c'est la modernisation, il faudra utiliser des logiciels qui peuvent te permettre aujourd'hui de pouvoir bien servir ton client. Il faudra aussi pouvoir gérer son temps. Parce que c'est important, surtout en logistique, de pouvoir gérer le output que l'on fait par jour. Aujourd'hui, on peut faire, on a un agreement avec un client pour lui faire 10 livraisons par jour. Et avec les données du marché, on peut peut-être donner 10 livraisons lundi, mais ne pas donner 10 livraisons le mardi. Il faut juste voir comment utiliser la ressource et faire une bonne allocation dans le temps. Je pense que ce sont ces trois éléments. Un logisticien devrait peut-être vraiment essayer de mettre en place, de maîtriser pour pouvoir subsister dans ce business. Et à ne pas oublier la sécurité. Toute chose que l'on fait, on doit d'abord la sécurité first. On le dit, safety first, avant même de pouvoir faire la logistique. C'était la rubrique Trucs et astuces, donc toujours en clarté, avec les conseils éclairés de M. Mbodj. Je vous propose de vous retrouver dans 2 semaines sur la RTS, toujours pour un nouvel épisode de votre série Entrepreneur.